train de faire en même temps un direct, voilà. Le plan de ce que je vais dire et en même temps de récupérer toutes les références thoraïques que je vais utiliser. On va donc, vous avez certainement vu dans le SMS, parler de la communication aussi bien à l'intérieur du couple qu'à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire par rapport aux enfants. Et je m'inspire en grande partie par rapport à ce cours d'un grand maître actuel qui s'appelle Rav Yaakovson, qui est considéré comme le ponte en termes d'éducation en Israël. Et ce qu'il a, la technique qu'il a mise en place, la méthodologie qu'il a mise en place au niveau de la communication des parents vers les enfants, est tout à fait applicable au sein du couple. Alors on va procéder de la façon suivante. C'est celui qui a écrit « Ne faut pas contre Oui. Voilà. J'ai eu la chance, quand j'étais en Israël, dans une autre vie, de le côtoyer, d'assister à ses cours, et puis j'ai continué, depuis 9 ans que je suis en France, j'ai continué à me former, parce qu'en fait il y a beaucoup de conférences qui sont sur Internet. Et c'est vraiment actuellement le vrai ponte dans ce domaine-là. Il a monté notamment une yeshiva en Israël qui s'adresse en particulier à tous les enfants de familles nobles qui sont partis en cacahuète, on va dire comme ça. Il y en a malheureusement beaucoup. Je parle de fils de Rosh Yeshiva, de Dayanim, de tout ça. Il y a un phénomène qui s'appelle en Israël le phénomène des noshrim, c'est-à-dire des personnes qui se déconnectent. Et la déconnexion, c'est pas que l'enfant, au lieu d'aller à Yeshiva, il va à l'université, c'est que du jour au lendemain, l'enfant débarque avec un triple piercing, un double tatouage et c'est un phénomène qui est très, qui se développe de plus en plus malheureusement en Israël. Donc il a analysé un petit peu ce qui se passait, quels étaient les problèmes structurels au niveau de l'éducation. Il a monté sa théorie et à partir de cette théorie, donc il navigue un peu partout en Israël. Il fait des séries de cours. J'avais pu assister donc à plusieurs de ses cours. Et c'est voilà, c'est une des sources absolument essentielles de l'éducation. Alors, à titre d'introduction, avant de parler donc de la communication, vous savez que le langage dans la Torah revêt une importance absolument cruciale. On a lu récemment une paracha qui s'appelle la paracha de Noach. Et vous vous rappelez que Noach est enjoint par Hachem de créer une arche qui va être un petit peu le lieu de protection du dernier vestige de l'humanité. Le dernier vestige, c'est Noach, son épouse, son fils Shem, Ham et Yépheth, 3 fils et 3 brus. Ce sont eux qui vont porter la graine de la nouvelle humanité. Maintenant, cette arche a des dimensions. Et évidemment, si le texte les précise, ce n'est pas simplement pour nous donner une précision journalistique, combien faisait l'arche de Noach. C'est un détail qui est absolument inutile, si ce n'est lorsqu'on pénètre un peu plus le texte. Alors on se rend compte qu'il y a une lecture plus sophistiquée qui est proposée par le Baal Shem Tov. Alors le texte nous dit la chose suivante. Elle avait 300 coudées de long. Elle avait 50 coudées de large. Une coudée, c'est à peu près un demi-mètre. Donc ça fait 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. 5 mètres, 3 paliers. Ouais, 3 paliers de 5 mètres de profondeur. Le Baal Shem Tov fait la remarque suivante, que on connaît tous la correspondance entre les chiffres et les lettres. Vous savez que chaque chiffre a une correspondance en lettres. Le Aleph, c'est le 1, la Gematria, le Bet, c'est le 2, le Gimel, c'est le 3. Il y a une correspondance entre le monde des nombres et le monde des lettres. Et Shalosh Meot, 300, ça correspond à quelle lettre? Shin, extra. Ensuite, 50 correspond à quelle lettre? Le Nun. Et enfin, 30 correspond à quelle lettre? Lamed. Ça nous fait Lamed Shin Nun, qui veut dire en hébreu Lachon, la langue. Littéralement, Akadosh Baruch Hu demande à Noach, donc dans une lecture sophistiquée, demande à Noach, tu vas faire une teva. Teva en hébreu veut dire l'arche, mais veut dire aussi le mot. Fais-toi un mot avec une langue. Pas teva avec un tête. Ouais. Là, c'est teva avec un tav. Teva, c'est un mot. Fais un mot avec une langue. D'une certaine façon, Hachem a enjoint à Noach de réinventer un langage. Ça, c'est la lecture sophistiquée de ce qui se passe au niveau de Noach. On continue un peu plus loin. Les fameux épisodes de la tour de Babel,
La tour de Babel est un épisode assez incroyable. Le texte précise que tout le monde ne parlait qu'une seule langue. À ce moment-là, voilà qu'une poignée d'individus décide de se faire une tour pour arriver jusque dans les cieux. Et cette tour en question est censée, comment dire, le but de cette tour, c'est Naaseh lanu Shem. On va se faire un nom. Il va dire qu'on se fait une tour, il n'y a pas marqué Migdal. On se fait un nom. Encore une fois, la problématique du langage. L'enfant, qui est l'enfant qui va le mieux réagir par rapport à l'unité du père de Noach, avant donc la tour de Babel, s'appelle Shem. Shem Cham Yefet. Shem veut dire le nom. Nous appelons des sémites. Et être finalement antisémite, c'est être contre notre façon de définir les choses. Ouais, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui par rapport à l'antisionisme, ouais, c'est que ce qu'ils appellent du terrorisme de notre part, on appelle ça de légitime défense. On a juste un problème de dictionnaire. C'est l'enjeu essentiel de l'évolution des peuples, la maîtrise des noms, la maîtrise du lachon, la maîtrise du langage. Ça, c'est donc le point absolument essentiel. L'humanité a capoté à l'époque de Noach parce qu'il y avait un problème au niveau du langage. L'humanité va disperser à l'époque de la tour de Babel, et la dispersion va créer une confusion des langues qui va obliger le monde de Babel, le monde de la tour de Babel, et c'est intéressant, ça se passe en Babylonie. Là, on va ultérieurement, des centaines d'années après, accoucher le Talmud Babli, le Talmud de Babylone. Babylone est l'endroit où il y a une confusion des langages, mais s'il y a confusion des langages, ça veut dire qu'on va essayer de réinventer un socle commun. C'est une terre qui est propice à l'invention du langage, à l'invention de la communication. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de Babel. Et c'est la raison pour laquelle nous accouchons à Babel, en Babylonie, le Talmud Babel, parce que c'est là qu'on va réinventer un langage en terre d'exil, sans temple, sans Jérusalem, et on va essayer de retrouver, de renouer un langage avec Hachem. Donc vous comprenez ici qu'il y a un enjeu majeur absolument essentiel dans toute la perspective des siècles, c'est ce qui s'appelle le langage. Alors, puisqu'on parle du langage, on va procéder de la façon suivante. On va faire ce qu'on appelle un retour aux sources pour voir comment la Torah présente l'importance du langage dès la création de l'homme. C'est le premier point. Deuxième point, on va essayer de façon beaucoup plus terre-à-terre, pragmatique, de faire un constat des situations de blocage de communication, aussi bien au niveau du couple qu'au niveau des enfants. Ouais, lorsque arrivent des moments où un homme, une femme rentrent en mutisme mutuel par rapport à leur conjoint, lorsque, durant une crise d'ado, d'un coup la communication est bloquée et puis il y a des crispations qui font qu'on ne se parle plus, si ce n'est de façon technique. Donc ce sont on va essayer de faire un constat de la situation, on va voir dans quelle mesure, par rapport à ce constat délicat, constat alarmant, on peut apporter ce qu'on appelle une véritable thérapie, apprentissage de l'écoute. Donc voilà les 3 points qu'on va voir ensemble. Alors, je suis donc le document, vous l'avez sous les yeux, retour aux sources. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante, c'est un texte qui est connu mais qu'on va essayer un peu de décortiquer. Au moment où Hachem décide de faire l'homme, le texte nous dit « Vayitzer Hachem Elokim et Adam ». Hachem a façonné l'homme, Afar mina Adama, poussière à partir de la terre, Vayipar be'apav nishmat chaim. Il lui a insufflé be'apav dans ses narines, nishmat chaim, une âme de vie. Vaye Adam le nefesh chaya, et l'homme est devenu un nefesh chaya, un être vivant. Alors, on marque une pause. L'homme est défini d'entrée de jeu dans une double constitution, à la fois afar mina Adama, il est poussière de la terre, et poussière de la terre, mais aussi vaïpar be'apav, il incorpore à l'intérieur de lui ce qu'on appelle une âme, le monde spirituel. Faites bien attention. Je fais un petit point de méthodologie ici. Pourquoi, à votre avis, l'homme s'appelle Adam? Pourquoi il ne s'appelle pas Robert, Norbert, Gontran ou Laurent, pardon? Alors, apparemment, vu le texte, on a l'impression que tout est lié au fait de sa provenance, à Adama. Adam à Adama. Ouais, Salomon, Slimane, un peu la même chose. Donc, a priori, c'est ce que veut nous dire le texte. On va créer l'homme, Adam, et pas Ish, ouais, et pas Moshe, et pas n'importe qui.
Il s'appelle Adam parce qu'en fait, il vient de la terre. Alors, c'est assez intéressant et c'est très important de le préciser ici. Ce texte est tellement criant que certaines personnes, je pourrais presque qualifier d'imbéciles, ont voulu nommer l'homme en traduction non grecque. Homme, c'est traduction grecque. Certains ont voulu donner comme nom le terrien. Le terrien, parce que finalement, on sent la terre, Adama. Ouais. Ou bien une personne va l'appeler le glébeux. Parce que glébeux, on entend ici l'argile. Ouais. Alors, ça a l'air fidèle au texte, mais c'est révélateur d'une absence de lecture profonde du texte. Je m'explique. Lorsqu'on regarde un petit peu toute la panoplie des noms qui ont été donnés dans la Torah, systématiquement, lorsque un enfant a un nom, est nommé par ses parents, le texte de la Torah précise d'abord la raison du nom et ensuite le nom. Par exemple, Léa, elle va, elle va enchaîner les grossesses et enchaîner les naissances. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et à chaque fois, elle dit la chose suivante. Apa'am Odéet Hashem. Elle a un quatrième fils, elle va l'appeler Yehuda, mais elle précise pourquoi elle l'appelle Yehuda. Elle dit voilà, Apa'am Odéet Hashem, je vais l'appeler. Apa'am, j'ai envie de remercier Hashem. Alken Karat Shemo Yehuda. C'est pour ça en fait que je vais l'appeler Yehuda. Ça veut dire que la raison du nom précède le nom. C'est-à-dire, on a un nom, mais qui est justifié par une sensation, un sentiment d'une maman. Et pareil pour chacun des noms. Lorsque elle va avoir Réhouven ou bien Shimon, Apa'am, qui Shama Hashem Be'oni. Hashem a écouté ma détresse, elle se sentait un petit peu, comme on dit, derrière entre deux chaises par rapport à sa posture, par rapport à son mari. Normalement, il aurait dû prendre Rachel. Bref, Léa, c'est une situation complexe. Elle a fait de sa sœur une rivale. Bref, donc elle sent un regard un petit peu délicat de la part de son mari, et donc elle sent une détresse intérieure. Et elle a son fils numéro 2, Shimon. Elle dit Apa'am, qui Shama Hashem, et Oni. Hashem a écouté ma détresse. Alken Karat Shemo Shimon. Shimon Shama Oni. D'accord. Donc on a toujours un système de cause à effet. La sensation d'une maman, le sentiment profond d'une maman implique un nom. Qu'est-ce qui jure ici dans ce texte? Qu'est-ce qui n'est pas selon cette règle? Quand vous voyez le nom d'Adam, qu'est-ce qui est bizarre par rapport à ce que je viens de vous dire? Ouais, exactement. On a d'abord le nom Adam, et ensuite on donne l'explication. Les maîtres de l'exégèse vont dire qu'il y a ici quelque chose à explorer. Lorsque dans la vie, dans la Torah, si de façon générale il y a toujours une cause à un nom qui précède le nom, lorsqu'on nous impose le nom et après on donne la cause, ça veut dire que ce n'est pas la vraie raison du nom. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Arrive parfois, je ne sais pas si vous arrivez, mais des fois on a besoin dans un couple de sortir pour nous. Ouais, on est 24 heures sur 24 avec les enfants, il y a des moments où le couple a besoin de respirer pour lui-même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'organise une petite sortie au restaurant ou je ne sais où. Seulement, les enfants ne supportent pas l'idée qu'il existe un couple qui est autre que papa et maman. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que même son père et sa mère est un prénom. L'existence des parents sans les enfants, c'est impossible pour les enfants. Et donc, en général, les enfants font la guerre. Ils ne supportent pas que le couple sorte. Donc ça commence par une protestation contre les baby-sit. Ah non, celui-là, je n'aime pas. Ah non, ça me fait peur. Ouais, bon. Donc, c'est tellement dur, en général, pour les parents, qu'au bout d'un moment, on utilise une stratégie qui est la suivante. On arrive le soir, on ramène les enfants de l'école, et puis d'un coup, on dit, bon, écoutez, les enfants, normalement, on dort à 9h, ce soir, couché à 8h. Ah, pourquoi moi? C'est très simple. Le médecin a dit qu'une telle est hyper fatiguée. Toi, demain, tu as une interro. Ah, donc, il faut se coucher tard. Donc, ça veut dire, on impose, la vraie raison du 8h, c'est parce qu'on a envie tranquillement d'être à un spectacle à 9h. Donc, elle est obligée de quitter la maison à 8h. Si on parle des baby-sits, ça va très mal se passer. Ils vont nous mettre la rama pour sortir. Donc, la seule solution, c'est de pipoter. Donc, on dit, voilà, ce soir, à 8h, tout le monde au lit. Maintenant, tu veux une raison? Très bien. Les vitamines, très bien. L'interro de demain, très bien. Vous êtes fatigué, très bien. Changement d'horaire, n'importe quoi. Ça veut dire, lorsque je donne une raison après,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui sous-tend ma décision. Vous comprenez un petit peu ce qui se passe ici. C'est pareil dans la Torah. Lorsque la Torah te dit qu'il s'appelle Adam, et il te donne une raison apparente parce que il vient de Adama, de la terre, ça veut dire qu'il y a autre chose à explorer. Et vous savez c'est quoi l'autre chose à explorer? C'est que Adam veut dire terre, mais veut aussi dire en hébreu, le Midrash va dire Édamé. C'est quoi Édamé en hébreu? Et faire nous le pan, là, c'est pas possible. Édamé veut dire je ressemblerai. Domé, ça veut dire ressembler. Édamé la Elion. Adam indique deux postulations différentes, opposées. Le côté charnel, le côté terre, mais aussi le côté sublime, de la ressemblance avec Hachem, de l'inspiration divine. C'est ça l'homme, c'est complexe. Maintenant, où est-ce que se situe ce point commun, le point d'intersection entre le monde charnel et le monde spirituel? C'est justement la parole. Les Nefesh Akash Baruch Hu lui a insufflé une âme, et le fait que nous parlons, on va expliquer quel type de parole nous avons, est l'expression de la réunion entre deux choses complètement antinomiques. Le Rama, Rabbi Moshe Issalas, va dire, c'est quand même incroyable la création de l'individu. Quand tu réfléchis un petit peu, tu te rends compte que ça tient du miracle, et c'est ce que l'on dit lorsqu'on sort des toilettes, Ba'ochat Hashem, Rofé Kol Bassar ou Mafli la Asot. Tu es prodigieux dans ta façon de faire. Pourquoi tu es prodigieux? Parce que finalement, regarde un petit peu le corps humain. C'est bourré d'orifices, c'est bourré de trous, c'est bourré de canaux. On dirait le musée Beaubourg, avec toutes ces connexions-là. Ça, c'est l'homme. L'homme, il est bourré d'orifices, avec de l'air qui passe, avec plein de choses qui passent. Et ce qui est incroyable, c'est que l'âme se trouve à l'intérieur de l'homme, et elle ne s'évapore pas. Essayez de mettre quelque chose dans une bouteille qui est totalement percée. Il n'y a rien qui rentrera. L'homme, il est totalement percé, pourtant il y a une âme qui arrive à rester scindée à l'intérieur du corps. C'est quelque chose de complètement prodigieux. La jointure entre le monde matériel et le monde spirituel se retrouve au niveau du langage. Ça, c'est donc la définition de l'homme. Maintenant, tout le monde connaît le Nefesh Chaim. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? C'est quoi cette âme divine? Le Onkelos va dire Ruach Memalala, ça veut dire cette faculté de parler. Le langage, c'est ça en fait l'expression de l'âme. Je vous ai amené ici le Rashi, en bleu, qui va rajouter quelque chose qui est inédit par rapport à Onkelos. Le Rashi va dire, le résultat des cours, c'est que l'homme est une Nefesh Chaya, vous l'avez en rose fuchsia, c'est-à-dire un être vivant. Demande Rashi une question incroyable. Il dit, c'est bizarre, mais dans les versets qui précèdent le 6e jour, le 5e jour, on a créé les animaux, les bêtes sauvages, les animaux domestiques, tous ces animaux sont aussi qualifiés de Nefesh Chaya, âme vivante. Les animaux ont aussi une âme vivante. Donc pose la question, Rashi sous-entendu, alors en quoi l'homme diffère des animaux? Si finalement on s'appelle tous Nefesh Chaya, âme vivante, donc on est tous des âmes vivantes, donc il n'y a pas de différence. Alors dit Rashi, cependant, Zo Shel Adam Chaya Shebekulan, celle de l'homme est la plus vivante de toutes. Shenitosef Bo Dea Vedibur, car on lui a ajouté Dea, la connaissance, et Dibour, c'est la parole. Faites attention. Nous sommes tous des êtres qui se meuvent, qui ont une pulsion de vie, comme tous les animaux, sauf que nous, on a quelque chose de plus. Hachem nous a donné en plus la connaissance et la parole. Rashi ajoute un élément qui n'était pas dans le Onkelos. Onkelos disait que c'était la parole. Rashi ajoute Dea, 5 siècles après Onkelos, Dea Vedibour, la connaissance et la parole. Que vient dire Rashi? Rashi vient dire un truc incroyable. Il vient dire que le fait que nous ayons des capacités intellectuelles particulières fait que notre parole ne sera pas une parole qui ressemble à celle des fourmis ou des dauphins qui arrivent à parfaitement communiquer ensemble. Ce sera une parole qui va créer un cercle vertueux, ça veut dire l'intelligence permet de formuler des mots, et les mots eux-mêmes me permettent de mieux affiner mon intelligence. Il y a ce qu'on appelle un cercle vertueux, les scientifiques appellent ça le feedback, c'est-à-dire que la composition intelligence et puissance de parole permet de faire grandir l'individu. Un dauphin
n'évoluera jamais. Même s'il a une connaissance fine de son milieu aquatique, il sera systématiquement limité à ses propres limites. Il ne pourra pas dépasser ses propres limites. C'est pour ça que le Maharal va dire que Behema, c'est Bama, ça veut dire tout se situe à l'intérieur. Il n'y a pas d'irruption chez une bête. Il n'y a pas d'évolution. Les bêtes resteront toujours des bêtes. L'homme a une possibilité structurelle de pouvoir évoluer. D1 Védibourg. Il y a ici, comment dire, une harmonie à mettre en place entre ses facultés intellectuelles et son langage. Et plus je vais m'exprimer, plus en m'exprimant, mon intelligence va se formater. Ça, c'est ce qui se trame ici dans ce D1 Védibourg de Rashi. Je vous ai amené dans le deuxième encadré le Chinour. Le Chinour, c'est un maître du Moyen-Âge qui vient piocher dans chaque paracha les mitzvot de la Torah, les 113 mitzvot de la Torah, il vient les piocher. Et il répète plusieurs fois cette idée suivante. Pourquoi on a besoin, comment dire, qu'est-ce qui se trame lorsqu'un individu s'exprime? Alors il dit un truc extraordinaire, je vous le lis ici. Sha'adam me'orer marchevotav u'metzayer belevavo ha'emet bekor divrei piv. Il dit que, oui, excusez-moi, c'est un chinour qui se trouve dans la paracha de Kitavo. Au moment où on est en juin, je vous l'avais cité la dernière fois que je suis venu ici, je vous ai parlé du merci, je crois, et je vous ai cité cette mitzvah, qui est lorsque un juif pénètre Israël et qu'il a un petit lopin de terre, et que ce lopin de terre donne des fruits, des arbres fruitiers. Le premier fruit, il est censé l'amener à Yerushalayim. Il habite à Netanya, il habite à Herzliya, il habite n'importe où. Il doit repérer le premier fruit, il l'entoure d'un fil, et le premier fruit qui naîtra de ce bourgeon qu'il a entouré, il devra l'amener à Yerushalayim dans un panier. Et il devra là-bas faire une déclaration en bonne et due forme, durant lequel il dit, voilà, Arami Ovedavi, mon aïeul était... il y a un Araméen qui a voulu tuer Yaakov, et finalement on a réussi, malgré l'esclavage d'Égypte, à rentrer en Israël, à avoir un petit lopin de terre. On vient marquer ici notre émotion et notre remerciement à Hachem. Et le Chinour dit, pourquoi ça ne suffit pas d'amener la taxe, d'amener les fruits? Tu pourrais... Si la Torah te demande de payer une sorte de taxe sur le revenu, et au tout début, j'aurais pu très bien imaginer que la chose se fasse de façon muette. Je repère mes fruits, je les mets dans un panier, j'amène à Yerushalayim, mais c'est bon, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai payé mon impôt. Pas besoin de faire on fait une déclaration des impôts, mais elle est muette. Pas besoin de dire, voilà, maintenant je suis venu payer mon impôt, t'envoies le chèque et ciao. Pourquoi il y a besoin de verbaliser les choses? Dit le Chinour un truc incroyable, il dit que par le biais de la verbalisation, l'homme réveille ses pensées et se fait une image de la vérité. Ça veut dire, quand je dis quelque chose, ça affine l'image que j'ai des choses. Ça améliore le schéma de la vie qui se trouve à l'intérieur de ma tête. Ça veut dire, c'est paradoxal, pour pouvoir émettre une parole, il faut une intelligence première, l'intelligence des bébés qui vont commencer à dire ba 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 ba. Mais plus l'enfant parle, plus il affine son cerveau. Donc il y a un phénomène, un cercle vertueux qui se met en place. C'est la raison pour laquelle, dit le Rav, lorsqu'Hachem l'a gracié et l'a béni, lui et son champ, si Hachem t'a béni toi et ton champ par des fruits et lui a permis de les amener dans son temple, il est de mise de réveiller son cœur par ses paroles et qu'il réalise que tout lui est venu par Hachem. C'est extraordinaire ce qui est marqué ici. J'ai beau être dans la démarche de payer mon impôt à Hachem, donc ça veut dire que j'ai pris conscience que mon premier salaire, il vient à Hachem. Vous imaginez un bonhomme, il a fait bac plus 10, une bonne femme, bac plus 10, elle met enfin sa plaque, docteur Intel. Imaginez que, voilà, le premier mois, elle dit, ça c'est pour Hachem. C'est pour Hachem. Pas mal, quoi. Ça fait 10 ans que t'attends, t'as fait des gardes, de payer misère pour avoir enfin ta plaque. Maintenant, tu es... Ton premier salaire, boum, tu le consacres à Kadosh Baruch Hu. En tant que t'es, c'est bon. Qu'est-ce que t'as besoin de faire une déclaration? Il dit, le Rino, un truc incroyable. Il dit non. Si je déclare la chose, alors ça va encore plus réveiller mon cœur. Lorsque je verbalise la chose est encore plus vraie. Elle est déjà vraie. Je crois que c'est le mien. La chose est encore plus vraie à l'intérieur de moi. On a ce cercle vertueux. Si vous voulez vous en convaincre, je vous donne toujours cet exemple. Les mesdames sont toujours en train de reprocher à leur mari, chérie, est-ce que tu m'aimes? Le mari répond, mais évidemment, je t'aime. Si je t'aimais pas, je ne serais pas marié depuis tellement d'années avec toi. Vous connaissez les réponses classiques des maris. Ok, alors pourquoi tu ne me le dis pas? Pourquoi
pourquoi tu me le dis jamais? Ouais, cette réponse, c'est quoi? C'est que il y a un conflit entre guillemets entre l'homme et la femme. L'homme, il est comme dans un bilan comptable. Ouais, je ne dis je t'aime que si tout est parfait. Comme en général, rarement tout est parfait. Donc on attend. Même quand on est à 99%, il nous faut du 100%. Ça, c'est le côté comptable des choses. L'être féminin, elle, a besoin d'une verbalisation. Parce qu'elle sent que son mari porte un regard 95%. Et elle sait pertinemment que s'il dégaine le je t'aime, alors il va gravir les 100%. Vous comprenez un petit peu ce qui se trame ici? Parce que tant que je ne dis pas une chose, tout le monde sentimental le plus authentique, tant qu'il n'a pas un lieu de cristallisation dans la vie charnelle, ça s'évapore. 95% c'est zéro. Tant que c'est pas dit. En fait, c'est ça que demande l'être féminin. C'est de dire que si tu le dis pas, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est pas une réalité. Tant qu'on ne dit pas merci à Hachem, eh ben, on a beau avoir des émotions sincères à l'intérieur de nous, tant qu'elles ne passent pas la frontière des lèvres, eh ben, la chose n'existe pas. Une chose n'existe que lorsqu'elle prend un ancrage au niveau de la réalité charnelle. Et donc, le texte dit que, le maître te dit que, si tu verbalises la chose, tu dis un vrai merci, pas que l'acte, mais l'acte est accompagné d'une parole, d'une certaine façon, tu vas encore plus entériner à l'intérieur de toi cette réalité que Hachem, tu lui dois tout. Et tant que tu n'auras pas prononcé la chose ne sera pas vécue de façon intense. Ça, c'est donc... Ils ont mal parce que... Ouais, mais certains hommes, la plupart des hommes, pas certains hommes, la plupart des hommes, je vous rassure. Mais c'est là que les choses vont commencer à vibrer. C'est là que les choses vont commencer à être. Ouais. Donc ça, c'est le point absolument essentiel. Donc, premier point, je voulais vous dire que l'homme est défini par la Torah comme étant un être parlant, pas une parole technique. Chérie, qu'est-ce qu'on prend, Euguise ou Pampers? Ouais. On va où l'été prochain? Ça, c'est de la parole technique. C'est pas la communication du couple. Ouais. La parole, c'est la faculté de pouvoir épancher tous ses sentiments, pouvoir parler de ce qui s'est passé, ou bien ne serait-ce que parfois de rester muet, mais d'avoir une expression des yeux qui en dit long. C'est ça en fait ce qu'on attend de l'être humain. L'être humain est être humain à partir du moment où il rentre dans un monde de communication. Ça, c'est donc le premier point. Deuxième point, au niveau théorique, après on va rapidement passer à la pratique. J'ai amené ici une parole de Chazal qui est connue. Merci beaucoup, c'est bon, merci, c'est gentil. Une parole qui est connue mais qui est mal interprétée. Les maîtres du Talmud disent la chose suivante. Amrou Chachamim Arishonim, les premiers sages ont déclaré: toute personne qui s'énerve est considérée comme un idolâtre. Kol hakohes ki ilu oved avodat kochavim. Alors, c'est une parole de Chachamim toute connue qui est très souvent brandie comme une sorte de slogan. Ah, tu t'es énervé toi, sache que tu es considéré comme un idolâtre. Ne touche pas à mon vin. Ne touche pas à mon pote, touche pas à mon vin. Ouais, deux formulations possibles. Alors ça, c'est évidemment que les paroles de Chazal ne sont jamais à prendre, parce que c'est de l'alacha, je ne parle pas de l'alacha. Lorsqu'il s'agit de la Haggadah, c'est-à-dire une lecture allégorique, évidemment, c'est jamais à prendre au pied de la lettre. Qu'est-ce qu'on entend par toute personne qui s'énerve est une personne qui ressemble à un idolâtre. Alors, l'idée est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand on s'énerve? Je donne un cas classique. On s'est donné rendez-vous à une heure précise. Et j'attends la personne. Donc on s'est dit, voilà, à 10h, rendez-vous. 10h05, tiens, elle ou il n'est pas là. Bon, pas grave, 5 minutes, ça arrive. 5h10. J'ai SMS quand même. 5h15. Ça commence à me vénère. 5h20, là, la personne, tout simplement, se moque de moi. 5h30, oh, quelle éducation, bref. Plus les minutes avancent, plus, faites attention, on s'invente un scénario de réaction par rapport à la personne. C'est-à-dire qu'on s'imagine comment je vais réagir s'il y a tant et tant de minutes de retard. 5, 10, 15, 20. Arrive l'événement. La personne débarque avec un grand sourire à 10h30 au lieu de 10h pile. Étant donné qu'au préalable, j'ai déjà préparé mon mode, la façon dont je vais réagir, d'un coup, je me sens obligé de réagir en fonction de ce scénario que j'ai créé dans ma tête.
Et même si la personne arrive confuse en disant « C'est pas ce qui m'est arrivé, j'étais à la BNP, il y a eu une attaque de banque. » Ma réaction est la suivante, « Ok, alors envoie-moi un SMS !» Mais attends, t'as pas compris là? Il y avait une personne avec une Kalachnikov. Si je mets ma main dans la poche, il me tue. Mais je sais pas, alors fais-moi signe. C'est quoi ce fais-moi signe? Ça veut dire, je me suis tellement enfermé dans mon schéma de réaction que je deviens otage de l'image que je me suis créée. C'est ce qui se passe dans le monde de la colère. C'est exactement la même chose dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, on a moins de pratiques de l'idolâtrie aujourd'hui, mais l'idée est la suivante, à l'époque ça se passait comme ça. C'est un système qui fonctionne. Vous sacrifiez un enfant, la pluie tombe. Ouais, c'était quelque chose qui était presque mécanique. C'est un monde qui est schématique, qui est un monde qui roule le monde de l'idolâtrie. Je me mis en place justement un système dans lequel plus tu crois en quelque chose, plus tu donnes la force à la chose. Plus les personnes croyaient en tel Dieu, plus ça fonctionnait. Ouais, c'est un phénomène de Emouna. C'est une Emouna qui est Zara, qui n'est pas à la bonne place. Il faut avoir une grande confiance en Hachem, les personnes ont une grande confiance en la Lune, au Soleil, à Neptune, ou j'en sais rien. Maintenant, c'est aussi un monde de schéma fermé. C'est un monde qui ne tolère aucune irruption de l'Ashgacha pratique de l'intervention divine. Lorsque je me fige dans un schéma de réaction, si mon enfant a fait ça, je vais réagir comme ça. D'une certaine façon, je me prive de l'aspect spontané de la vie. Mais c'est quoi la spontanéité de la vie, si ce n'est la pulsion divine? Donc vous comprenez comment les Chachamim viennent te dire, d'une certaine façon, lorsque je me fige dans la colère, et je bloque la communication, parce que du temps quand on est en colère, on bloque la communication, je suis en train, d'une certaine façon, de ne pas laisser la place au bon Dieu. C'est ça en fait l'aspect Avodazara. T'as pas laissé la place, c'est vrai que c'est quand même improbable de rentrer à la BNP et d'être dans une attaque de banque, quoi. C'est vrai que c'est improbable. Mais ça peut arriver. Et lorsque j'ai déjà créé le scénario, je suis en train de dire d'entrée de jeu à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas envie d'ouvrir les possibles, j'ai pas envie d'ouvrir les horizons à autre chose que ça. Tu sais pas peut-être si cette demi-heure durant laquelle tu as bouillonné, peut-être c'est une demi-heure qui était nécessaire que tu attendes. Et que la personne qui t'a fait attendre n'est qu'une marionnette de quelque chose que tu aurais dû de toute façon avoir. Bref, il y a des millions de façons d'interpréter les tracas de la vie, les problèmes relationnels. Si tu prends un tout petit peu de hauteur et tu laisses pénétrer Hachem dans tes relations humaines, il y a fort à penser que tu verras la vie avec un éclairage différent, un éclairage beaucoup moins figé. Ça, c'était la deuxième, parole de Chazal que je vais vous montrer. Première parole, c'est que l'homme se définit dans sa faculté à communiquer. Lorsqu'on communique, on crée quelque chose de nouveau. On affine son sens de la vérité. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, lorsque est pris de colère, rempli de courroux, je bloque la communication, je ne laisse pas à l'autre le champ, l'espace pour s'exprimer, je suis en train, sans faire exprès, de me déconnecter du fait que Akadosh Baruch Hu est là dans chaque situation. Même dans des situations casse-pieds, il est aussi là. Il n'est pas simplement là pendant la Neila avec un super chazan et avec une pêche de fou, parce que dans une heure on pourra enfin casser. Il est là aussi dans tous les tracas les plus quotidiens de la vie. Ça, c'est les deux points théoriques de retour aux sources que je vais vous dire. Maintenant, on va passer donc à ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic, il est... Pardon. Le diagnostic, il est assez simple. Ce que l'on remarque lorsque les situations sont bloquées, dans la plupart des couples, dans la plupart des relations avec les enfants, alors, première des choses que l'on peut observer, c'est le phénomène de la coupure. Je te coupe. Ouais. Non, c'est bon, j'ai compris ce que je veux dire. Première des choses qui existent, c'est qu'on coupe l'autre. On ne lui laisse pas le temps de s'exprimer. Ouais. Par énervement, par souci d'efficacité. Vous comprenez que lorsque vous récupérez les enfants,
vous avez une ribambelle d'enfants et que chacun a besoin d'exprimer sa douleur d'avoir été mis au coin par la maîtresse, d'avoir été de s'être fait chipper le ballon, de s'être fait voler son goûter. Bref, alors chaque enfant a une marmite bouillonnante d'émotions à déverser. C'est vrai que nous, en plus, gérer les flashs, gérer les flics, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, donc on a tendance à rapidement couper. Donc, ça, c'est, comment dire, le premier phénomène qu'on observe. Il faut trouver un moyen de pallier à cela. Pourquoi ? Parce que qui dit coupure dit blocage de la communication, dit donc forcément incapacité de pouvoir créer quelque chose ensemble. Deuxième point, arrive des fois, comment dire, lorsqu'on sait que c'est pas bien de couper, on interdit aux enfants de couper la parole, laisse-moi parler, t'as pas le droit de me couper en plein milieu. Il existe aussi ce qu'on appelle des attentes polies. Donc on est poli, on a été bien éduqué, on laisse l'autre s'exprimer, mais au fin de compte, on ne l'écoute pas du tout. On a déjà dans notre case, dans une case de notre tête, une réponse préprogrammée. Je sais exactement ce que je vais dire, juste par correction, pour éviter qu'il ou elle me dise « ne me coupe pas », ça m'énerve, ouais, pour éviter cette tension. J'écoute, gentiment, je respire un bon coup. C'est bon, t'as fini ? Ok. Et là, je répète ce que j'avais prévu de dire dès les premières expressions. Ça, c'est ce qu'on appelle la réponse programmée, qui est complexe parce que finalement, au bout du compte, on n'a rien créé. Ouais, je vous ai marqué ici une citation de John Hobbes. C'était un maître de la littérature en Angleterre en XVIIe siècle, et qui avait dit, c'est le fameux qui a dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Un loup, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très belliqueux en toi. Alors, ça, c'est ce qui se passait à l'époque. Aujourd'hui, les Ramim disent que l'homme n'est plus devenu un loup pour l'homme est devenu un mur pour l'homme. Le mur, ça veut dire que il n'y a aucune communication. Au moins, le loup communique, même s'il vocifère, mais il y a au moins cette communication. Là, aujourd'hui, on est devenu un mur, et qui plus est, si on rajoute les petits murets, vous savez, ces petits murets là, qui est ici, là, petits murets, hein, qui permet de bloquer la communication, c'est encore pire aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est donc le deuxième constat. La conséquence chez la personne qui est soit en face d'une coupure nette, soit en face de ce qui s'appelle l'attente polie, la conséquence est trois conséquences essentielles. La première, c'est que on ne se rend pas compte, mais on génère un modèle au niveau du couple et au niveau des enfants. Et si je coupe de façon permanente, alors c'est normal que les enfants se mettent à couper de façon permanente. Vous repérez d'ailleurs que le ton de la voix qu'on utilise va être exactement celui que les enfants vont utiliser. Parce que les enfants se mettent à hausser le ton, c'est parce que nous haussons le ton. Il y a une grande technique dans la vie, même quand on est hyper énervé, c'est de parler tout doucement. Et plus on parle tout doucement, plus on désarçonne l'escalade des décibels. Enfin, c'est pas évident, encore une fois, c'est pas du tout évident à mettre en place, mais il faut être capable de le mettre en place. Ouais, une maîtrise de soi qui n'est pas évidente parce qu'on est très souvent dans le feu de l'action. Ben, ça, c'est ce qu'il faut mettre en place. Ça veut dire prendre conscience que ce que je fais sera exactement le modèle que je transmets à mes enfants. Ouais, on ne peut pas inventer des choses. Ping-pong. Deuxième chose, qui est beaucoup plus grave, c'est que ça va engendrer, chez la personne qui est en face de moi, un sentiment d'être incompris. Et une frustration de ne pas avoir pu communiquer. Donc ça, c'est les deux aspects. Troisième conséquence encore plus néfaste, c'est que plus je vois que je suis en face d'un mur et qu'il existe des dossiers ou des sujets qu'on ne peut pas aborder, plus que je le veuille ou pas, je ne crois plus en la faculté de communiquer. J'ai perdu la émouna en la communication. Ça veut dire, ça commence par une incapacité de dire ce que j'ai au fond de moi. Deuxième étape, un sentiment d'incompréhension qui est douloureux et systématiquement dans la vie, c'est un réflexe humain. On n'aime pas les choses qui n'ont pas de goût, en tout cas on n'aime pas les choses qui font mal. On n'aime pas. S'il y a des odeurs que vous ne supportez pas, ben vous allez les fuir. S'il y a des mets que vous n'aimez pas manger, ben vous allez les fuir, même si vous mourrez de faim. Et les situations qu'on n'aime pas, on les fuit aussi. Donc si à chaque fois que j'essaie de l'ouvrir, de m'exprimer, je me trouve en face d'un mur, d'un blocage, eh ben, plutôt que d'être dans la frustration de ce blocage, je préfère ne même pas essayer, au moins, j'éviterai la frustration. Vous comprenez un peu l'idée ou pas ? Ouais.
C'est un petit peu dans la même ordre d'idée, Rav Jacobson dit que lorsqu'on bombarde trop un enfant de critique, ou son époux, ou son épouse, alors de deux choses l'une, soit avec une grande aide divine, l'enfant apprend à devenir sourd, ouais. Et à ce moment-là, au moins ça fait plus d'impact, parce que si l'enfant n'est pas sourd, ça ne peut que lui briser son concept de lui. Son concept de lui, ça veut dire qu'il va avoir une image de lui atrophiée. S'il entend de façon régulière, dirait Jacobson, c'est pas comme il faut, c'est pas bien, tiens-toi bien, ouais. Le truc classique, les gens qui veulent faire des performances. T'as un enfant à 3-4 ans à la choule, et il scotche son enfant pendant 3 heures, ouais, ce qui est une chose absolument impossible pour un enfant. Demandez aux puéricultrices, elles vous diront que le temps de concentration d'un enfant, il y a des normes, quoi. À moins que ce soit un génie, mais donc tu le tiens à la choule à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans, l'enfant, il y a une seule chose, il a besoin dans la vie de gigoter. Arrête de gigoter, expression du visage, voilà, donc attention, je vais te punir. Tu répètes ça, X fois, au bout d'un moment, l'enfant, il voit la choule comme une prison. Ouais, il y avait une histoire absolument incroyable. Rav Jacobson raconte qu'un jour, il arrive dans une base militaire et ils étaient 9 dans la base militaire de Tsahal et lui, ça fait 10. Et il était content parce que justement, il devait faire Kaddish pour son père, je crois, ou pour, je sais pas, un membre de sa famille. Et il arrive, il dit, ah, super, ça vous empêche pas qu'on fasse Mincha. Ouais. Alors, il y a un des officiers qui dit non, on n'est pas 10. Il dit, oui, vous êtes 9 et moi 10. Et il dit, ah non, t'as compté Chaim. Il dit, oui, là-bas, oui. Chaim, même pas en rêve, il participera au Minyan. Je dis, pourquoi? C'est rien un minyan. Il dit non, Chaim, on se demande combien sa mère, quand il était enceinte, a mangé de tranches de porc pour avoir une telle haine de la Torah. La personne entend ça, il dit c'est pas possible. Il lui dit, que dans le monde de Tsahal, c'est des gens hyper solidaires. Ils sont forgés à la solidarité, tellement que, on a vu des histoires de Tsahal, comme quoi des personnes qui sont capables de se jeter sur une grenade pour protéger leurs copains. Ça, c'est la graine de Tsahal. La Tsahal, c'est-à-dire que même si le mec il croit pas en Dieu, tu demandes de participer à Minyan, il vient. Automatiquement. Ça ne coûte rien. Aider l'autre, ça ne coûte rien. Ils sont forgés à ça, ils sont prêts à mourir pour l'autre. Tu lui demandes, même si tu ne crois pas, de prier pour Dieu. Pourquoi pas ça? Je te réponds amen. Ouais. Il dit donc, Rav Jacobson dit, non. Si le bonhomme est capable de même pas avoir une solidarité, dit Rav Jacobson, moi je suis fort à penser qu'en fait sa mère n'a jamais mangé de tranche de porc. À tous les coups, Chaim est d'une famille ultra-orthodoxe. Il s'approche de Chaim, il dit, dis-moi Chaim, tu viens d'où toi? N'est-ce pas que tu viens d'une famille ultra-orthodoxe? Chaim dévisagé dit, comment vous savez? Comment vous savez? Il dit parce que pour sécréter une telle haine de la Torah, encore faut-il avoir été conditionné de façon négative. Ouais, vous connaissez cette expérience de Pavlov que cite d'ailleurs Rav Jacobson. Pavlov dit, il est bien 11h, parce que Pavlov dit, a exhibé le principe du réflexe conditionné. C'est quoi le réflexe conditionné? Ça veut dire que on prend un chien, on lui place une électrode dans sa patte qui est liée à un fil électrique, on fait retentir une musique, et au même moment que la musique retentit, au même moment, il reçoit une décharge électrique. On multiplie 10 fois l'expérience. Musique, décharge électrique, musique, décharge électrique. On enlève l'électricité, on remet la musique et le chien a de façon conditionnée une décharge électrique. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Si la musique ne crée pas une décharge électrique, c'est l'électricité qui crée la décharge électrique, c'est l'électrode qui crée la décharge électrique. Que s'est-il passé? Le cerveau a associé la sensation de la musique avec la sensation de douleur. Et le cerveau, au bout de 10, 15, 20 fois, je ne connais pas les tarifs si vous voulez, au bout d'un certain moment, le cerveau crée une connexion entre musique classique et décharge électrique, qui fait que même lorsqu'on enlève la décharge, le cerveau a créé ce lien, et donc le cerveau enregistre une décharge électrique. C'est le côté 1. Ouais. Alors, vous appliquez ça dans le conditionnement au niveau de la Torah, et vous obtenez des personnes qui, du jour au lendemain, ont tellement été associées à une vision négative d'eux-mêmes, dans tout ce qu'ils font,
qu'au bout d'un moment, la seule solution, c'est pour se sentir libre, c'est de tout lâcher. C'est comme ça qu'explique Rav Jacobson ces phénomènes de personnes qui étaient à la yeshiva et qui, du jour au lendemain, débarquent avec les tatouages et les triples piercings et la fille à moitié habillée de Tel Aviv. Dans le monde de Nebrak, je parle, oui. Donc c'est comme ça qu'il explique, Rav Jacobson. Ça veut dire que le minimum vital chez un individu, c'est, sentir que je suis quelqu'un de bien. Pas vivre dans la vie si tu penses que tu es une crapule. Ne croyez pas que les mafiosos qui font des tonnes d'argent sont des personnes qui sont des gens bien, enfin qui se sentent bien. Ils prennent des tonnes de comprimés pour oublier leur pourriture. Ouais. Mais le minimum vital dans la vie, c'est de se sentir que je suis quelqu'un de bien. Je ne peux pas bassaler. Ouais, je suis pas, mais je suis quelqu'un de bien. Ouais. Si tu n'as pas au moins cette image minimum positive de toi, tu ne peux pas avancer. Ouais. Vous rentrez dans un boulot, vous avez un patron qui, sans arrêt derrière vous, madame, oui, la chaise, on la pose comme ça. Le stabilo qu'on utilise pour souligner, c'est pas le jaune, c'est le vert. Les pauses, cigarettes ou café, limitées à 1 minute, pas 1 minute 30. Vous restez un jour dans le boulot, vous partez tout de suite. Parce qu'à chaque fois, le patron est en train de vous dire, t'es pas comme il faut, t'es pas comme il faut, t'es pas comme il faut. Dire avec comme ça, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Nous mettons nos enfants avec un souci très fort de les éduquer. Nous les mettons dans un bain dans lequel ils reçoivent à peu près 25 critiques pour un compliment du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Ça, c'est le tarif classique d'une famille soucieuse de l'éducation. On ne se rend pas compte. Pour éduquer l'enfant, on a tendance tous à faire du 25 pour 1. Et dire avec Hofstede le bon équilibre, c'est 9 compliments pour une critique. Regardez un petit peu l'écart. On ne peut dire avec Hofstede faire une critique à un enfant, et c'est extrêmement dur. Je ne suis pas en train de dire que je suis un modèle là-dessus, pas du tout. À chaque fois que je donne ce cours, j'essaie moi-même de me renforcer par rapport à ça. On ne peut, faire une critique à un enfant que si au préalable on lui a dit 9 fois ça me fait plaisir de te voir, comment ça va, tu m'as manqué. Si tu n'as pas eu 9 fois 9 zones d'encouragement, tu ne peux pas commencer à lui dire écoute, ton cartable tu le mets à sa place. C'est ça l'idée. Parce que plus tu vas créer ce schéma, ce terrain d'amour, plus l'enfant peut écouter. Plus l'enfant entend sans arrêt ce monstre, plus il associe la relation avec ses parents comme étant une relation qui est sans arrêt en train de lui dire t'es pas comme il faut. Et comme aucun individu au monde peut vivre avec ce sentiment de dire je suis pas comme il faut, je suis pas comme il faut, donc la seule solution c'est soit de devenir sourd, soit de lâcher les valeurs qui sont prônées par la famille. Et Rav Jacobson va dire un truc incroyable, il dit mais c'est incroyable, il y a des familles qui viennent en pleurs en disant mais j'ai mis tellement paquet sur la tefila, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Comment dire, ça capote totalement là-dessus. Et il y a des domaines dans lesquels je ne suis pas du tout intervenu, et je ne sais pas pourquoi, mais ça marche impeccable. Et réponse à la question, parce que justement, tu as cru l'éduquer en mettant la patate sur un domaine, mais en fait, tu n'as fait que de l'anti-éducation. Et paradoxalement, les domaines dans lesquels tu n'es pas intervenu parce que tu n'es pas intervenu avec des gros sabots, eh ben, ça a marché bien comme il faut. Vous comprenez un petit peu l'idée? Et donc, des fois, il donne comme conseil d'éducation aux parents, je vous conseille, arrêtez d'éduquer. Arrêtez. Arrêtez d'éduquer comme vous pensez l'éduquer. Parce que vous êtes en train de le massacrer. Ouais, donc c'est une des conseils qu'il donne. Donc c'est juste pour vous dire que on ne peut pas toute la vie vivre avec ce sentiment je ne suis pas comme il faut. Et petit à petit l'individu va perdre confiance en la communication. Pourquoi? Donc je vous ai dit l'idée, ça veut dire que si à chaque fois que j'essaie de l'ouvrir, je suis en face d'un mur qui vient me dire je ne suis pas comme il faut, donc autant ne pas communiquer. Donc on perd la confiance. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une spirale vicieuse, qui fait qu'on arrête de communiquer. Ça, c'est le point donc, essentiel au niveau du diagnostic. On attaque maintenant, si vous voulez, la thérapie, parce qu'on ne va pas rester que sur les difficultés. On va voir un petit peu donc la thérapie. Alors, on regarde 2 personnages. L'émetteur, celui qui parle, et celui qui reçoit, celui qui écoute. L'émetteur, il y a 2 travaux à bien mettre en place. Première des choses, lorsque je communique avec quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut être capable de communiquer sans les portables. Parce qu'on est plus attiré par les images des portables que la face qui est en face de nous, qu'on connaît depuis tellement de temps. Le portable, il y a toujours des notifications, toujours de nouveau. La tête qui est en face de moi est toujours la même. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus attirant un portable que la personne qui est en face de nous. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça déchire la communication. On montre que finalement,
Vas-y, tant que tu m'intéresses, ça va, mais après j'ai les yeux rivés là-dessus, c'est compliqué. Donc, première des choses, être capable, pas simplement de montrer qu'on s'est intéressé à quelque chose, il faut être capable d'être focalisé sur l'autre. Et tout percevoir chez l'autre. Être capable d'analyser tout ce qui se passe. Et je vous ai marqué ici le point essentiel. Paradoxalement, ce n'est pas tant ce que va dire la personne qui compte. C'est tout ce que vont dire son corps, le ton de sa voix et le rythme. Ça en dit beaucoup plus que les mots. Je donne un exemple. Imaginez que je sois invité chez vous, un Shabbat, et vous êtes déchiré à faire des super profiteroles au chocolat. Je vous ai même nu, juste pour, au cas où. Profiterole au chocolat, ouais. Là, vous nous donnez envie. J'avais avant vous l'envie, ouais, bref. Donc voilà, vous êtes déchiré pour faire un super là. Je déguste, comment dire, Rav Kosson a testé ça, hein, c'est juste pour l'histoire pour le bien de la conférence, il a testé ça. Il reçoit donc le gâteau, et puis il mange, et après il mange. Voilà, c'était vraiment dégueulasse. Et la maîtresse de maison lui dit merci beaucoup, merci beaucoup. L'expression indique un contentement. C'est l'examen, enfin c'est le test qui a été mis en place. Ouais, juste. L'expression montre un contentement, donc on n'écoute pas ce qu'on dit. J'ai déjà tout dit en disant c'était vraiment écœurant. J'ai déjà tout dit, ouais, donc on n'écoute même pas, on a compris ce que je vais dire. Donc mon corps dit beaucoup plus, mon expression, mes yeux, ouais, c'est un jeu que j'ai joué. Ouais. Pareil. Ouais. L'épouse demande à son mari, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Les mots sont nets, clairs, ouais. Fort à penser que ça va partir en Titanic, cette histoire, ouais. Ouais. Oui ou pas? Donc on voit bien que c'est pas le mot qui compte, c'est l'expression. Et là, il faut être hyper, comment dire, lucide et s'entraîner. Alors, quand j'étais en Israël, mon épouse avait acheté un livre qui s'appelle Les enfants parlent d'eux-mêmes. Il est génial, en fait, c'était, comment dire, apprendre aux enfants. Donc on apprenait aux enfants les expressions du visage. Quand maman est en colère, quand maman est heureuse. Essayer d'apprendre à un enfant comment fonctionne le monde des adultes. Et avec un coup d'œil, l'enfant peut rapidement percevoir si ses parents sont contents, sont pas contents. Donc il y a tout un langage du corps qui est absolument essentiel. Le rythme aussi. Le rythme est important. Un rythme saccadé, un rythme lent, un rythme étouffé. Bref, il y a beaucoup de choses à essayer de capter qui vont en dire long, beaucoup plus que le dialogue. Premier point. Ça, c'est donc lorsque j'observe l'émetteur, ce que je dois faire en tant qu'observateur de l'émetteur, celui qui émet le son. Ouais. Maintenant, n'oubliez jamais une chose, c'est qu'à part le fait que le langage du corps est beaucoup plus parlant que le langage des mots, les mots ne sont que des poteaux indicateurs. Ils t'indiquent un sentiment. Et ça, comment dire, c'est d'autant plus important de comprendre que lorsqu'un enfant émet un mot, étant donné qu'il n'a pas une grande richesse au niveau de son vocabulaire, alors il faut essayer de décrypter derrière le mot quel est le sentiment qui correspond. Il y a un texte magnifique de Bergson qui explique que nous avons beaucoup de mal dans la vie à décrire nos sentiments. Que ce soit des sentiments de colère, des sentiments d'amour, des sentiments de déception, des sentiments d'impuissance. Trouvez la bonne nuance, dit Bergson. Le bon mot qui décrira exactement le sentiment, c'est impossible. Dit Bergson, nous sommes obligés de coller des étiquettes aux choses et encore plus aux sentiments. C'est quoi coller des étiquettes aux choses? Ouais. Lorsque on voit passer un chien, on l'appelle le chien. Le chien, c'est un nom générique. Ça ne veut rien dire, le chien. Pour moi, ce n'est pas le chien, c'est Médor. C'est celui qui est mon compagnon de tous les chagrins, de toutes mes joies. Donc tu ne peux pas réduire Médor ou Rex à un chien, ça ne veut rien dire. On est obligé, parce que si tu veux parler, tu ne vas pas commencer à parler de tous tes sentiments par rapport à un chien. Donc tu dis un chien, mais un chien, quelque part, c'est une étiquette que tu as mise sur Médor, qui ne décrit absolument pas Médor. Ah ben, c'est pareil pour les sentiments. Les sentiments, on a énormément de mal, et il dit personne, finalement, il n'y a que les poètes ou les grands artistes qui pourraient vraiment décrire, parce qu'eux, ils sont très proches de leurs sensations et de leurs sentiments. Donc eux ont cette faculté, avec beaucoup de temps, de
te décrire exactement le sentiment. Mais dans la vie au courante, ouais, un enfant qui rentre de classe, un mari qui rentre du boulot, ouais, il a énormément de mal à trouver les bons mots pour exprimer sa vexation, pour exprimer son angoisse. Et donc, le mot qu'il va dire, c'est pas ça qui compte non plus. C'est ce qui cache, quel est le sentiment qui cache derrière ça. Il faut être capable de décrypter. Il faut être capable de voir derrière ce mot quel est le sentiment et donc rentrer dans cette chasse au trésor pour essayer de, comment dire, d'aider la personne qui est en face de moi. On va voir comment on fait pour l'aider à découvrir le sentiment qu'il gêne. Combien de fois ça arrive que les enfants font une crise, qui ont l'air dû à un petit caprice. En fait, c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, il y a une vexation du matin qui rebondit avec le caprice de l'absence du chocolat ou je ne sais quoi, il n'y a plus de Nesquik à la maison, il n'y a plus de choc à pic, bref, et qui fait qu'il explose, c'est complètement démesuré, tu dis, mais ça va, calme-toi, pas pour des chocs à pic, quoi. En fait, c'est pas des chocs à pic le problème. Le problème, c'est qu'en fait, il y avait tout un contexte, une chose, comment dire, une association dédiée, et c'est au papa et à la maman de décrypter, et c'est au mari et à la femme de décrypter son conjoint aussi, c'est ça le travail de la communication. Être capable de repérer les indices qui vont me permettre de dire, voilà, c'est là que le bas blesse. Voilà, j'ai compris, c'est ça qui te gêne. Gentiment. Donc ça, c'est première chose du côté de l'émetteur, être capable de bien observer l'émetteur et de rentrer, lorsque les mots sortent, dans cette chasse au trésor. Primo. Secondo, du côté du récepteur, on va dresser les 10 commandements, les aseret à 10 brottes, de ce qui s'appelle l'écoute de l'autre. Jusqu'à présent, j'ai observé l'autre. Ouais. Maintenant, je vais voir comment je vais réagir par rapport à ce qui fait, comment moi je dois me comporter. J'ai observé son comportement, il faut que je sois hyper lucide. Maintenant, moi qui écoute, comment je dois fonctionner. Je vous ai marqué ici 10 commandements. Lorsque un individu, un enfant, un mari, une femme s'adresse avec véhémence parce qu'elle a besoin d'une réponse immédiate, le premier des commandements, c'est être capable de toujours reporter à 5 minutes la réponse. On attend. Alors au début, c'est dur parce que l'enfant veut quelque chose d'immédiat. Mais il faut petit à petit mettre ça en place, de reporter à 5 minutes le moment de la décision. J'en peux plus de ce professeur, je veux changer d'école, je veux changer de truc, je veux ci, je veux ça. Ok, tu sais quoi? On va réfléchir ensemble et on va voir quelle solution on pourra apporter. C'est pas du tac au tac. Non, non, pas du tout. C'est à toi de t'écraser. Non. Ah oui, t'as raison, on va changer d'école. Non, non. On va réfléchir ensemble, on se laisse 5 minutes. Quel est l'avantage de ces 5 minutes? C'est que celui qui a parlé, alimenté par une véhémence, par une colère, au bout de 5 minutes, il est déjà un peu plus calme. Il y voit un peu plus clair. Premier avantage. Deuxième avantage, du côté de celui qui entend, éviter de répondre au tac, c'est-à-dire de s'accrocher à mon canevas de réponse toute faite, qui fait que la personne qui sera en face de moi n'aura pas eu l'écoute nécessaire. Donc il y a un double avantage des 5 minutes, ou des 3 minutes, prenez le temps que vous voulez. C'est que la personne qui était énervée, celle qui aimait sa plainte, elle sera un peu plus calme, elle sera un peu plus apaisée. Là, et faites attention de ne pas partir dans le piège, non, je veux une réponse tout de suite. On ne fait jamais rien sous le feu. Alors c'est vrai qu'au début, quand on a été habitué à répondre en blitzkrieg, en guerre éclair, alors c'est vrai que ça va être dur à mettre en place, mais il faut le mettre en place. Il y a 3 minutes, on va en parler après. Et petit à petit, les enfants comprennent qu'ils n'auront jamais le résultat immédiat. Donc déjà, ça les excite moins. Donc il y a plein d'avantages. Premièrement, l'enfant sera, ou la personne en face de moi sera plus disposée. Deuxième chose, moi, je vais réfléchir autrement au problème. Je ne vais pas le placer dans une case du déjà vu. Je vais laisser à la situation le côté spontané de la situation, le côté minachamani de la situation. C'est pas comme tous les jours. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera différent. Ça, c'est donc le deuxième avantage. Et ça, c'est important. Ne pas utiliser les réponses classiques, c'est un petit peu une leçon de bitachon, de confiance en Dieu, c'est ça que j'ai dit à l'instant. C'est quoi une confiance en Dieu? Ça veut dire de se dire que le moment que je vis n'est pas un moment qui se répète tous les jours. C'est un moment unique, inédit. Je vais me laisser porter par la spontanéité de la vie. La vie n'est pas métro, boulot, dodo. Elle est comme ça, c'est vrai. Mais je peux y voir à chaque fois un nouvel éclairage. Je peux voir dans le métro, boulot, dodo,
en permanence des clins d'œil du bon Dieu. Il faut juste ouvrir les yeux, ouvrir le spectre et de se laisser porter par la dimension tout à fait spontanée de la vie. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est vrai qu'on a tous des rites, à la même heure on va chez les enfants, au même moment on fait ça, au même moment on cuisine, c'est vrai, mais chaque fois, chaque moment est un moment inédit qu'Hachem nous a donné l'occasion de vivre, et à chaque fois on peut le transformer d'une routine à quelque chose d'excitant. Ça, c'est qu'il faut bien comprendre. L'excitation n'est pas simplement dans les destinations les plus exotiques. Tu n'es pas obligé d'aller à Cancun pour commencer à palper la vie. Tu peux la palper dans ton métro boulot dodo, et ça commence ici. Ça commence dans ma faculté à ne pas répondre au tac au tac. Ouais, je sais très bien ce que tu vas me dire, je te réponds. Non. Chaque chose. Et lorsque la personne qui est en face de moi sait qu'il aura une vraie écoute, et pas une réponse au tac au tac, petit à petit, il réamorce une confiance en la communication. Je sais que j'aurai une écoute. Et il n'y a jamais, de moment qui s'appelle on ne communique plus. On peut dire éventuellement maintenant je suis fâché, laisse-moi un petit peu de temps pour pouvoir reprendre. Mais on ne bloque jamais la communication. Ça c'est donc le deuxième, par rapport au premier commandement, reporté à 5 minutes la réponse, c'est donc les deux avantages. Deuxième chose, grande technique essentielle, résumer ce que la personne m'a dit. Donc déjà deux avantages. Si je sais que je dois déboucher sur un résumé, je ne peux pas ne pas l'écouter avec précision. Parce que si j'ai montré que je ne l'ai pas écouté avec précision, ça veut dire que je l'ai menti, je n'étais pas authentique. Et ça ne pardonne pas. Donc, si je sais que je dois faire un résumé de ce qu'il a dit, de ce qu'elle a dit, donc je sais, par définition, que je dois être attentif. Et je fais un résumé. Donc, on est bien d'accord que le problème que tu éveilles là maintenant, c'est ça, ça et ça. Pas de façon philosophique. Ouais, tu as eu mal parce que. Ça t'a gêné parce que. Tu t'es senti froissé parce que. Est-ce que j'ai bien compris? C'est le deuxième commandement. Et une fois que je lui ai dit ça, troisième commandement, proposer d'ouvrir à autre chose. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Parce qu'il y a autre chose qui te chagrine. Et là, d'un coup, vous allez voir qu'il y a des dossiers qui remontent. Ah oui, à part ça, c'est pas la première fois que la maîtresse... Parce qu'une autre fois, c'est bien, il vide son sac. Elle vide son sac. C'est pratique. Avec le biais d'une communication, on va pouvoir gérer pas mal de problèmes qui sont enfouis. Pas mal de frustrations. Ouais. Ça, c'est donc le troisième commandement. Le quatrième commandement, quand je résume, c'est pas du Lamartine ou du Chateaubriand. C'est concis. Ouais. Ok, t'as mal parce que, point. Du langage presque... Comment? Précis et concis, surtout. Ouais, pas de philo. Cinquième conseil du Rav Jacobson, le style interro-négatif. C'est quoi le style interro-négatif? Au lieu de rétorquer à l'enfant, mais qu'est-ce que tu me dis que la maîtresse t'aime pas? Mais c'est faux. Tu vois bien que la dernière fois, elle m'a dit ça et ça, c'est de toi. Si tu vas en frontal, alors tu laisses pas de place à l'enfant. L'idéal dans toutes les relations dures, c'est de toujours fonctionner en « est-ce que tu penses pas que ?» Ah tiens, c'est bizarre, ça m'étonne parce que j'avais l'impression que toujours... ouais. Je suis pas très vieux, non mais c'est faux. Elle m'a dit qu'elle t'adore, elle m'a dit que tu étais son chouchou. Parce que si tu dis ça de son enfant, il ne vit pas ça apparemment. Et l'enfant ne ment pas, a priori. En tout cas, tant qu'il est jeune, il ne ment pas. Mais il est juste maladroit pour essayer de d'écrire son sentiment. Donc, le style, la magie, ce que j'appelle la magie du style interrogé négatif, ça veut dire que, est-ce que, c'est bizarre, ça m'étonne, mais une fois je me rappelle, tu m'avais dit qu'elle était super. Pas, c'est faux, tu m'as dit qu'elle est super. Non, une fois tu m'avais dit ça. Ouais, calme-toi, au lieu de dire, c'est pas moi de faire ça, ne crois pas que c'est moi qui fais ça parce que c'est pas moi qui fais ça, non. C'est quand même bizarre quand même, je suis un peu étonné, quoi, ça ne me ressemble pas, ça ne lui ressemble pas, je suis un peu étonné, hein, mais je te crois, je ne suis pas en train d'opposer une haute vérité. Ce que dit l'enfant, c'est une vérité, ce que dit le couple, le mari de femme, c'est une vérité. Pourquoi c'est une vérité? Même si c'est faux, mais c'est la vérité de ses sentiments. Ce sont les mots, ce qui m'intéresse, c'est que les sentiments qui sont derrière sont vrais, les mots sont peut-être faux. La transcription de ce qui s'est passé est peut-être fausse, elle est biaisée, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la réalité journalistique. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les sentiments qui sont derrière. Ouais. Lorsque un individu se vexe, un homme se vexe, une femme se vexe, ouais.
C'est pas tant les mots qui ont été dits, c'est pas tant l'histoire qui nous intéresse, c'est que le fait que la personne a mal, et puis c'est tout, il faut trouver un moyen pour échapper à ça. Vous comprenez ce qui se trame ici de façon essentielle? Ça, c'est donc le 5e chose. 6e truc qui est assez dur en fait, 6e commandement, c'est aucune importation de vieux dossiers. Les enfants ne supportent pas, et dans toute la vie, on ne supporte pas être mis dans des cases. Ah ouais, comme l'autre fois, 15 ans après. 15 ans après, c'est pas possible, c'est dur ça, ouais, c'est dur. Donc ça, il faut être capable de circonscrire de façon chirurgicale le problème. Il y a un problème qui est actuel, c'est ça en fait la spontanéité. On n'est pas le produit de toute la vie qui est derrière nous. On ne trimballe pas toutes les casseroles de sa vie. Il faut laisser l'élégance de la spontanéité de la vie. Ok, il y a un problème maintenant, arrête de le mettre dans une filiation. Ouais. Parce que quelque part, la personne qui en face se sent enfermée dans une image qui lui colle à la peau et qui le gêne. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que lorsqu'on parlait tout à l'heure de concept de soi, ouais, nous sommes les seuls architectes du concept de soi des enfants. Et même de nos maris, de nos épouses, évidemment. Parce que plus tu stigmatises de façon négative un enfant ou une personne qui est en face de toi, plus elle va croire à cette image que tu te fais de lui. Et elle agira en fonction de l'image que tu te fais de lui. Rabbi Kazon disait que le meilleur moyen de rendre des enfants menteurs, c'est de les soupçonner en permanence de mensonges. Parce que lorsque je les soupçonne, c'est que je suis en train d'imaginer que tu es en train de mentir. Donc je suis en train de lui dire quelle est l'image que j'ai de lui. Mais plus je lui répète cette image, plus il va agir en fonction de l'image qu'on a de lui. Il y avait une histoire incroyable d'une jeune fille qui avait décidé de faire la surprise à sa maman, de lui faire, toute la maison. C'est le jour de son anniversaire. Elle dit, ce soir elle revient du boulot, j'ai envie de faire le kiff. Moi je suis en vacances, je fais toute la maison. Elle arrive, elle met son tablier, donc sa mère part, elle dit, super, elle ferme la porte à clé. Elle dit, je vais faire un carton, elle va arriver, ça va être la méga surprise. Elle arrive, elle voit l'étendue de la maison, le pavillon, 2-3 étages. Elle voit l'immensité du boulot. Attends, ça. Bon, je vais me contenter de l'étage de du salon, la cuisine et tout. Elle arrive, elle voit un petit peu le métrage. Je ne sais pas combien de mètres carrés, 100, 120 mètres carrés. C'est un peu beaucoup. C'est quoi? Je vais faire la cuisine. Les bols de cornflakes et tout. Et de fil en aiguille, elle n'a rien fait. Elle était mue par une volonté vraiment adorable. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans arrêt, elle avait le reflet de sa mère. En fait, c'est quoi le contexte? Sa mère est une femme hyper, maniaque. Maniaque, ça veut dire, ouais, il y a des... La belle-mère d'un frère à moi m'a dit, tu sais quoi, ma belle-mère? Tu sais qu'on parle des belles-mères, évidemment, entre frères, on s'éclate, entre copains, on s'éclate, ouais. Mais qu'on parle de quelque chose, quoi. Chacun sa lettre Nachim. Moi, je suis une gentille belle-mère. J'ai aucun doute. Mais on aime rigoler, donc il n'y a pas de choix. Alors, mon frère m'a dit, tu sais quoi, ma belle-mère? Après une réception à 3h du matin, non seulement elle te fait toute la vaisselle et tout, mais elle te prend un torchon, elle t'essuie les gouttes de l'évier. Pour me montrer le côté... Parce que ça ne se fait jamais aider, elle ne supporte pas de se faire aider. Il faut que tout soit impeccable. Il y a un cordon bleu incroyable. Femme incroyable, hein, un cordon bleu. C'est-à-dire, à 3h du matin, elle va te prendre le truc, elle va t'essuyer. Ah, pas de femme de neige, rien du tout, tu vois. Donc, alors, cette femme en question était comme ça. Et sa fille, pas la belle-mère de mon frère, mais cette fille, la fille, donc, dès qu'elle faisait quelque chose, ça va, ah non, c'est pas ça, ah, tu n'y arriveras jamais, ah, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Elle a tellement construit une image que c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, c'est pas comme il faut, qu'elle est persuadée qu'elle est incapable, et donc elle n'a pas réussi à lever le petit doigt. Donc c'est pas par méchanceté, elle est émue par une idée géniale, mais elle dit, j'y arriverai pas. C'est l'image, sans arrêt l'image de sa mère. Et inversement, vous savez pourquoi, comment on appelle les thunes à Paris? Comment ils appellent? Ouais, les Tunisiens. On les appelle les Black et Decker, parce qu'ils percent partout. Plus grand professeur et tout. Vous savez pourquoi? Les Black et Decker, ouais, ils percent partout. Les plus grands médecins, les plus grands banquiers, les plus grands... Le fil fleur du monde juif au niveau réussite, c'est les thunes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'amertume. Non, c'est les thunes. Vous verrez, les plus grands professeurs, moi j'en connais, les plus grands mathématiciens, c'est des thunes. Ouais. Les thunes, ouais. Ben, ça, parce qu'il y a une amertume. L'amertume a dit, mon fils, t'es le meilleur, mon fils, t'es le meilleur, mon fils, t'es le meilleur. Ouais, mais les thunes encore plus, ouais. Vous connaissez le mot... pas toutes, c'est pas vrai. Ouais, il y a des schémas, vous connaissez le mot de Woody Allen? Vous savez quel est le complexe des goïms? C'est de ne pas avoir une mère juive. Donc voilà, ça c'est donc le... Voilà.
Donc, aucune importation de vieux dossiers. 7e point, l'accompagner dans le chagrin et l'inviter à s'interroger avec lui, donc lui montrer notre confiance. On ne discute jamais le chagrin. Même s'il est responsable, il est chagriné parce qu'il a pompé. Elle a, elle n'a pas fait ses devoirs, elle est chagrinée, elle a eu un 0. Ah ben bien fait pour toi. Non. Ok, je comprends, moi aussi ça m'est arrivé, j'ai vraiment les boules pour toi. On accompagne, on crée une confiance avec l'enfant. Ouais. C'est vrai qu'il a eu tort, c'est une chose, mais c'est vrai qu'il a mal, c'est une chose. Et donc nous on a un devoir, à la fois de régler le tort, on ne le réglera pas maintenant, pas le moment, mais au moins accompagner son chagrin. Elle pleure, il faut être à côté. Et ça c'est, on ne discute jamais les sentiments. Ah non mais t'es trop sensible. Non, il n'est pas trop sensible. Une femme à sa sensibilité, c'est comme ça. Akash Baruch Hu l'a créé comme ça. Et grâce à ça, elle s'occupe bien des enfants. Parce que si les femmes avaient la sensibilité des hommes, les enfants giseraient dans un abandon assez incroyable. Ouais. Donc c'est comme ça que je pourrais créer. Hachem est intéressé justement à un couple avec deux sexes. Ouais. Puis il y a la rigueur du mari, il y a la sensibilité d'une mère, heureusement. On rend compte qu'il y avait deux maris, c'est catastrophique. Catastrophique. Deux femmes, catastrophe. Ouais. Donc, ouais. Donc, ouais. Et donc, ouais. Maintenant, on ne punit jamais dans un état de colère, 9e, 8e commandement. Et j'ai oublié de vous dire aussi, l'enfant a un problème avec le professeur. Il y a deux écoles. L'école à l'ancienne, c'est le professeur a toujours raison, c'est sacré. L'école nouvelle, non, c'est l'enfant qui a toujours raison. C'est pas le moment de rentrer dans une école. Qui t'a dit qu'il faut maintenant décider qui a raison? Enfin, une punition, ouais. Il juge que c'est injuste. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas le moment de gérer. Pas le moment de gérer. On verra ça. Ce qu'il faut gérer, c'est maintenant le chagrin, c'est tout. Donc, on n'a pas une obligation de s'affilier à une école. L'école rigoriste qui s'appelle, non, le maître d'école, le maître. Ouais. Moi, j'étais élevé comme ça. C'est une façon de voir les choses. Mais des fois, le maître, il se plante. Donc, une chose est sûre, c'est que c'est pas le moment. Peu importe l'école. Peu importe l'école dans laquelle on se trouve, c'est pas le moment. Ça, c'est donc le 7e commandement. Le 8e, ne jamais punir dans un état de colère, ça on comprend. Parce qu'en fait, on perdra un petit peu la maîtrise de nous-mêmes. Et 9e commandement, 2 armes interdites, ce qu'on appelle le comparatif, moi à ta place, ou ta sœur, ton frère faisait pas pareil. Ou bien, deuxième chose, interdit, la projection ultérieure, tu comprendras plus tard. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser. Ça veut dire que ça frustre de façon énorme parce que l'enfant a besoin maintenant d'avoir quelque chose. Alors, au moins le consoler dans son chagrin. Dernière chose, et je finis là-dessus, qui est quelque chose qui est absolument essentiel aussi, bien pour les enfants que pour les adultes. Profiter du moment d'apaisement de juste avant le dodo. Ouais, il y a un moment, quand on va au dodo, où on commence petit à petit à lâcher prise. Ouais. Ouais. Alors, des fois, ce lâcher prise se trouve pendant un chiour. Ouais, on lâche prise. Mais il y a des fois, un moment, quand on est allongé, on commence un petit peu à se détendre. C'est le moment où on sent qu'on peut faire schéma. C'est le moment propice pour parler. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'excitation, il y a beaucoup moins de paravent. Et c'est le moment où il faut être capable de rabibocher le dialogue dans le couple, avec les enfants. Parce que, je finis donc là-dessus, vous savez qu'il y a du génie dans le Lachon HaKodesh. Et comment se dit un muet en hébreu? Vous savez comment on dit un muet? Il aime. Il aime, c'est muet. Mais c'est la même racine que alimout qui veut dire la violence. Ça veut dire qu'il y a une violence dans le silence, dans la non-communication, qui est peut-être plus violente que les insultes. Ouais, je ne suis pas en train de justifier les insultes, mais je suis en train de dire que lorsqu'on s'énerve, lorsqu'on parle, lorsqu'on s'exprime, c'est peut-être mieux que rester dans un mutisme. Le mutisme a quelque chose de plus violent que l'expression verbale violente elle-même. Ouais. Et donc, il y a un impératif, toujours on donne ce conseil au Khatanim qu'on forme, c'est ne laissez pas passer une nuit en bisbise. Ouais. Une nuit. Parce que le calcul du mari est le suivant, je fais la tête de façon à ce que demain, elle va revenir comme un petit moineau, comme un petit agneau. En fait, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. C'est que la nuit entérine les choses. Et le mari va, je donne le conseil au Khatanim, ne le répétez pas, le mari va devoir faire des efforts encore plus colossaux. Et c'est lui qui va, entre guillemets, revenir à quatre pattes. Ouais, donc lorsqu'on entérine les choses, et c'est bon, ça dépend des postures, mais comment dire, il ne faut pas laisser une nuit enterrer les choses parce que les choses se cristallisent.
Et plus je secrétise, plus la communication sera dure après. Elle sera possible, mais dure. Et donc, toujours le conseil qu'on donne, c'est on ne laisse jamais passer une nuit, comment dire, en bisbise. On peut marquer des moments où on est en colère, tout ce qu'on veut, ouais, on a le droit de s'exprimer. Mais il y a un impératif de communication, il faut être capable aussi de faire le premier pas pour raboucher la communication. Il faut être capable de se lancer parce qu'on aura tout à gagner par rapport à ça. Ça éclaircit les choses. Je m'arrête là s'il y a un petit peu de questions, avec plaisir. Sinon, voilà. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Juste oublié de vous dire, vous pouvez retrouver plusieurs conférences sur l'éducation sur YouTube. Et celle-là sera aussi sur YouTube bientôt. Donc elle est en direct sur Facebook. Donc je dis au revoir à tous les